الشعب اللي تمشى بالحفر عشوك عجلي وعلى النار. بن بولعيد واسمو مصطفى علي لطوانت وبدي عمر. القصبة ما زالها واقفة وما زالوا عساس الدار، ما زالها سعلة السقيفة وما زالها حرمة الجار. أنا يا بلادي راني عارف هما ما كانوش عارفين، دهشوا نهار علي ما توقف، احنا عادتنا نموت واقفين. نموت على النيف والشرف، نموت على الوطن والدين، علمنا بلا ريح يرفرف، احنا هما الجزائريين. أنا يا بلادي على بالي هما ما كانوش فاهمين، حبوا يديو البلاد ديالي حسبونا ماناش قادرين. فكتهم حسيبة بن بوعلي الجميلة تونسى الأخرين، من حقك يا الجزائر تولولي ولدتي نساو رجال حرين. أنا يا بلادي سمحيلي ما قدرتش نذكرهم كاملين، واش نذكر واش نخلي شهداء رواحهم طاهرين، مازالهم في قلبي وفي بالي، ربي يرحمهم أجمعين. والقصبة مازالها ديالي وسط الدار والعرس واقفين. معليش يا القصبة وريلهم قرصان رياس وساطيل، على عروج وخير الدين احكي لهم، وفهم الناس اللي جاهلين بلي الجزائر ماهيش ليهم، ولادها مازالهم عايشين في وسط الناس. كيفاش تعرفهم في الشدة ديما متحدين، بلي الجزائر ماشي ديالهم ولادها مازالهم عايشين في وسط الناس. كيفاش تعرفهم في الشدة ديما متحدين. Salam alaikum, bonsoir. Eh bien, Fetti, je ne t'entends pas. Mesdames et messieurs, bonsoir. Mon micro était fermé. Encore une fois, bienvenue sur la plateforme de Jazairo pour un autre live et notre émission, un autre invité, un autre sujet. Je remercie énormément Marc Moreau d'avoir accepté mon invitation pour discuter d'aujourd'hui d'un sujet qui est très très proche du combat de Jazairo et en l'occurrence, comme annoncé, pourquoi s'attaque-t-on systématiquement à ceux qui parlent positivement de l'Algérie. En arabe, le sujet va être الموضوع اليوم باللغة الفرنسية، وكالعادة نورمالمون بعد 24 ساعة الترجمة تكون متاحة من خلال تفعيل تاع الترجمة تاع يوتيوب. Donc pour ceux qui ne comprennent pas le français,
ils trouveront la traduction normalement dans 24 heures directement par YouTube. Marc, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup, Fethi, à vous de m'avoir invité parce que franchement, la vérité, c'est un honneur pour moi d'être invité sur une chaîne. Rien que le nom déjà, ça inspire la positivité, ça inspire l'amour et le partage et l'espoir surtout. Et c'est ça que j'aime, c'est ça que je partage régulièrement lors de mes vidéos. Et parce que tout est là, tout est dit et c'est vrai que ces messages d'espoir aujourd'hui, pour moi, ils sont vraiment nécessaires, voire même indispensables pour que l'on se dise oui, c'est possible. L'Algérie a été, l'Algérie est et l'Algérie peut être encore plus belle qu'elle ne l'a jamais été. Et c'est juste une question de prise de conscience, de positivité et d'y croire, quoi. Et moi, je suis ici aujourd'hui en Algérie parce que j'y crois, j'y suis avec ma famille et j'y crois totalement à 200% que l'Algérie va se mettre sur le haut du podium et va reprendre la place qu'elle mérite sur Terre, parmi tous ces pays, toutes ces nations. Merci, merci Marc. En tout cas, Marc, normalement, on devrait vous recruter à Jazeera parce que vous cadrez parfaitement avec l'objectif de notre travail. Absolument. Bon, c'est juste pour l'anecdote, mais en fait, l'existence de Jazeera Hope, comme son nom l'indique, c'est Algérie Espoir, c'est de parler de choses positives tellement il n'y a que de l'information négative autour de l'Algérie et qu'à Jazeera Hope, on pense que c'est bien voulu. D'ailleurs, comme d'habitude, mesdames et messieurs, j'ai préparé un petit sondage que j'affiche à l'écran, que je vous demande d'y répondre. Le sondage, il est très simple, donc c'est un peu le sujet de la discussion d'aujourd'hui. Et la question, elle dit pourquoi on s'attaque à ceux qui parlent positivement de l'Algérie. Vous avez 3 options. La première option, tout bêtement, c'est normal parce que c'est le cas pour tous les pays. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de négativité en général dans les médias, pas spécifiquement à l'Algérie. Donc, ceux qui pensent que pour le cas de l'Algérie, c'est ça, ils peuvent répondre l'option A. L'option B, les gens n'aiment pas beaucoup parler de choses positives parce qu'il y a beaucoup de choses négatives. Donc, c'est un peu spécifiquement à l'Algérie que la réalité, elle est négative. Donc, les gens qui y croient peuvent répondre à ça. Et la troisième option, c'est non, c'est pas normal, c'est pas anodin, c'est plutôt pour semer le désespoir. Et vous avez la possibilité de répondre à cette option aussi. À la fin de l'émission, comme d'habitude, on va regarder les résultats du sondage et on va le commenter ensemble. Pour commencer, je vais afficher la chaîne YouTube de Marc. Juste pour ceux qui ne la connaissent pas, ils peuvent la regarder. Mais en attendant, tout de suite, Marc, déjà, parlez-nous un peu de vous. Qu'est-ce qui vous a amené en Algérie? Qu'est-ce que vous faites en Algérie? Au-delà de votre activité sur YouTube, dont on aura l'occasion d'en parler. Sur les réseaux. En dehors de ça, écoutez, si je vous racontais mon histoire depuis, même ne serait-ce que les 10 dernières années, ça pourrait prendre des heures et des heures. Donc, on va faire court. Je suis personnellement entrepreneur depuis 25 ans et mon épouse, alors j'ai vu qu'il y avait une question dans vos commentaires, je vais en parler tout de suite, dans vos commentaires qui disait oui, son épouse, des fois elle est tunisienne, des fois elle est algérienne. Alors mon épouse, pour rassurer tout le monde, elle est née à Oran. À Oran, sa mère est oranaise. Effectivement, son père est tunisien de Sousse, voilà. Sauf qu'en fait, elle a vécu toute sa vie, en quelque sorte, à Oran, puis est partie en France à 22 ans pour poursuivre ses études de biologie moléculaire. Et c'est là qu'on s'est rencontrés. On s'est mariés. Et ensuite, pour me présenter un peu justement, eh bien, on a voyagé dans beaucoup de pays, autant du côté du Pacifique Sud que de l'Australie. Voilà, pendant pratiquement 10 années d'entrepreneuriat à l'international. Et si vous voulez, en fait, on s'est mariés il y a 13 ans. Et le premier jour où j'ai mis mon pied en Algérie,
j'ai senti quelque chose. Je me suis senti chez moi. Je peux pas vous dire pourquoi, je peux pas vous dire comment. J'ai jamais cherché à savoir parce que de toute façon, c'est inexplicable. Et j'ai toujours dit que je reviendrais sur cette terre. Et ça, on a tenté. On a tenté plusieurs fois, à plusieurs reprises, on a tenté de venir s'installer, d'entreprendre. Et à chaque fois, il y avait des problèmes. Il y avait des soucis au niveau de l'import des produits. Et puis, il y avait nos enfants, parce qu'en fait, maintenant, on a 3 enfants, donc qui sont binationaux. Et c'est vrai que, en fait, les naissances venant, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Et après ce tour du monde, en quelque sorte, nous sommes revenus en France durant 3 années. Et au bout de 3 ans en France, on s'est dit non. C'est fini, on ne peut plus vivre en France. On avait pensé que ça aurait changé durant ces années d'expatriation, mais non, ça n'allait pas. Et là, en fait, on s'est dit, bon, 2 options. Je suis franc, moi je suis franc quand je parle, je suis toujours objectif. 2 options se présentaient, c'était soit Djerba, parce qu'on voulait du soleil et la plage, soit Oran. Voilà. Et en fait, le choix s'est fait dans un premier temps à venir sur Oran. De là, on a été visiter quelques villes, on a été à l'entrée des portes du désert, et puis c'est là que tout s'est décidé en fait, en disant on reste ici et on n'ira plus jamais nulle part. Voilà, ça a été vraiment une décision vraiment très particulière, qui est vraiment venue de notre cœur. De là, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va créer une société. Quelle est notre spécialité? Avant de passer à votre activité, je voulais vous remercier d'avoir répondu à cette question que j'ai trouvé un peu osé et déplacé parce qu'il n'apportait aucun contexte à la question. Donc voilà pour la question. Et je vous laisse continuer par rapport à ce que vous faites dans votre activité professionnelle actuellement et comment ça cadre avec ce que vous faites sur YouTube. Parce que j'ai eu l'occasion de regarder un peu votre blog et je vois un peu la relation, mais je vous laisse expliquer ça aux auditeurs. Mais juste avant, je viens de me rappeler, j'ai affiché la chaîne YouTube de Marc à l'écran pour ceux qui ne la connaissent pas. J'ai vu aussi une question de quelqu'un qui ne sait pas comment répondre au sondage. Pour répondre au sondage, c'est seulement sur YouTube, ce n'est pas sur Facebook. Vous montez, et sur ma chaîne, sur la chaîne Hope JZR, vous montez en haut du chat, vous allez trouver le sondage et vous pouvez y répondre. Donc, je vous laisse continuer par rapport à votre activité professionnelle ou votre entreprise en Algérie. Ça marche. Donc, de là, on a une spécialité. C'est vrai que le fait d'avoir été entrepreneur pendant plus de 25 ans, déjà, nous assure une certaine connaissance et une certaine vision de ce qui est possible, des opportunités, des défis que l'on peut rencontrer quand on s'installe. Et également, étant donné que nous sommes tous les deux avec mon épouse business and life coach, également consultants et formateurs, eh bien, écoutez ce qu'on a dit, on va créer une plateforme pour pouvoir accompagner des jeunes entrepreneurs, des personnes qui veulent créer leur entreprise, pour pouvoir les accompagner de l'idée à la réalisation. Et quelque chose s'est fait, je dirais naturellement. J'ai créé un groupe sur Facebook qui s'appelle Retour aux racines, réussir en Algérie. Et là, en fait, cette audience s'est tournée vers la diaspora. La diaspora, parce que on a réalisé qu'il y avait énormément de gens qui souhaitaient revenir, d'Algériens, Algériens, du monde entier, parce que franchement, ça va au Canada, ça va Singapour, ça va l'Afrique du Sud, ça va l'Australie. Et c'est incroyable. Et beaucoup de personnes, aujourd'hui, le groupe compte, je crois, 14 500 personnes, eh bien, voudraient savoir comment entreprendre. Est-ce que l'Algérie a changé? Comment faire le fameux hijra? Comment, toutes ces informations, en fait, le site, la page leur donne des informations pour créer la société, pour s'installer, pour déménager, pour les transporteurs, pour les écoles, pour la santé, toutes ces choses-là, voilà. Et ça s'est fait comme ça, en fait, naturellement. De là, j'ai commencé à faire des vidéos sur TikTok en partageant mes expériences. Et puis aujourd'hui, en fait, on a une plateforme, on travaille en partenariat avec des organismes gouvernementaux pour pouvoir justement accompagner ces entrepreneurs en herbe, autant locaux, bien sûr, parce qu'on est quand même sur place. Et c'est vrai que c'est sur place que c'est le plus facile pour voir ce qu'il y a à faire. Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément d'opportunités en Algérie et on les voit pas. On les voit pas si on n'ouvre pas les yeux, si on ne cherche pas. Et c'est ça qui est magnifique, c'est avoir conscience. Parce que souvent on me dit oui, tu parles de conscience, mais oui, en fait, la conscience, c'est savoir ce que l'on veut, pourquoi on le veut,
et qu'est-ce qu'on a l'intention de faire pour y arriver. Toutes ces choses-là sont extrêmement importantes parce que j'ai beaucoup de gens qui me contactent en disant bon, quelles sont les opportunités en Algérie, je voudrais bien investir. Mais je peux pas accompagner quelqu'un comme ça parce que si je ne sais pas ce que veut cette personne ou ce que sait faire cette personne, elle va arriver avec $1 million, elle va aller dans un mur parce que je lui dis écoutez, il y a une superbe affaire, vous achetez une usine pharmaceutique. Alors, il va acheter son usine pharmaceutique, mais il a pas la fibre, il n'est pas dans le métier, vous voyez. Et donc là, non, je lui dis écoutez, venez sur place, prenez la température, ressentez ce qu'il y a, et là on va regarder ce qui pourrait effectivement coller par rapport à vos désirs, à vos passions. Voilà. Donc en fait, c'est excellent, c'est magnifique ce qu'on fait tous les jours. Marc, pour être un peu plus concret, dites-nous par rapport à ce que vous faites actuellement, qu'est-ce que vous voyez en termes de support du gouvernement? Donc, est-ce que l'infrastructure pour l'entrepreneuriat, elle existe et elle est suffisante? Ça, c'est d'une part. D'un autre côté, qu'est-ce que vous voyez du côté des entrepreneurs algériens, jeunes ou moins jeunes, ceux qui ont fait des expériences? Est-ce que vraiment le terrain leur permet de réussir? Donc, deux questions, l'une par rapport à l'infrastructure et l'autre par rapport à la réussite effective. La première question par rapport effectivement à ces soutiens gouvernementaux pour pouvoir accompagner, pour pouvoir soutenir financièrement les entrepreneurs aujourd'hui. Alors, comme vous le savez, il y avait l'ANSEJ. OK. L'ANSEJ, ça c'est terminé parce qu'il y a eu beaucoup d'abus et effectivement, il a fallu me stopper. De là, l'ANSEJ, c'est l'ANAD qui a pris la suite. D'accord. L'ANAD aujourd'hui n'est pas encore en activité. Pourquoi? Parce que il y a un changement de ministère de tutelle. Donc, il faut que ça se mette en place. Et de là, ils ont créé un autre système qui s'appelle le NESDA. Le NESDA, qui là est un système qui regroupe et les startups et les entrepreneurs. Enfin, c'est vrai que c'est la plateforme d'accompagnement sur laquelle on peut trouver toutes les informations nécessaires aujourd'hui pour entreprendre. Des propositions de soutien, des documents, de comment créer une entreprise. C'est vrai que cette plateforme, elle est magnifique. Mais aujourd'hui, c'est vrai que le souci qui se présente, c'est que, étant donné que l'ANAD est encore en stand-by, eh bien, il y a énormément de dossiers en attente, de dossiers de financement. Vous voyez? Et parce qu'il y a énormément de jeunes, il y a énormément de personnes aujourd'hui, parce que c'est jusqu'à 50 ans qu'on peut avoir accès à ces fameuses aides de l'ANAD. Et mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un certain retard qui est pris. Mais je vais vous dire la vérité, je rencontre régulièrement le directeur de l'ANSEJ qui va faire la transition. Il me dit, c'est une question de semaine, c'est une question de semaine. On sait que c'est une question de semaine. Donc, quand je peux pas vous dire, parce que c'est vrai que ça va bientôt faire 1 an que c'est bloqué, mais ça va redémarrer. Et quand ça va redémarrer, je sais de source sûre que les fonds seront là et que chaque dossier sera accompagné et sera soutenu. Pourquoi? Parce que l'avantage aujourd'hui par rapport, c'est vrai qu'on pourrait croire que je travaille pour l'ANAD, mais pas du tout. L'avantage aujourd'hui entre l'ANSEJ et l'ANAD, c'est qu'il va y avoir un accompagnement sur plusieurs mois pour justement mettre en place et aider l'entrepreneur pour qu'il devienne entrepreneur. Parce que souvent, les personnes qui ont fait appel à l'ANSEJ, en fait, elles avaient une idée, elles avaient les fonds, du coup, elles touchaient les fonds, et de là, en fait, il y a des projets qui se montaient, mais qui n'étaient pas sérieux, ou alors il manquait des connaissances, il manquait des compétences. Et là, maintenant, tout ça, ça va être vraiment englobé. C'est vraiment un concept complet qui va être présenté aux futurs entrepreneurs pour garantir justement une pérennité de leur société. Donc ça, de ce côté-là, c'est super. Ensuite, il y a des aides. Et j'espère que cette émission va aider d'une manière ou d'une autre à faire bouger les lignes. On lance un appel pour accélérer la transition. Voilà. Inch'Allah, vraiment, oui. Parlez-nous de ce que vous voyez sur le terrain en termes d'entrepreneurs, des Algériens entrepreneurs, leur esprit, leurs compétences, capacités, est-ce qu'ils réussissent, est-ce qu'ils échouent, le pourquoi des choses, ainsi de suite. Tout ce que vous pouvez nous dire sur ce sujet-là. Ça marche. Alors, juste avant ça, je vais terminer avec un autre aide que propose justement le gouvernement et là qui fonctionne, qui est en activité, c'est les labels. Label projet innovant, label start-up et label incubateur. Là, effectivement, ça fonctionne.
les jeunes porteurs de projets aujourd'hui, un projet innovant ou une start-up, déposent des dossiers en ligne. Ces dossiers sont étudiés par une commission. Dans les 15 jours, ils ont une réponse. On valide pas. De là, il y a une entrevue pour expliquer son projet, donc faire un pitch. Et là, ils ont accès à des aides, mais des aides qui vont, je crois, au troisième ou quatrième stade, aux alentours de 700 000 euros. Vous voyez. Donc là vraiment, l'État a mis le gros paquet sur les startups, sur les projets innovants, sur l'innovation. C'est vrai que le ministre de l'économie des sciences et des startups vraiment est extrêmement actif là-dedans. Et autant que ce soit le Algerian Venture, qui est un fonds d'investissement étatique, là, c'est vrai que de ce côté-là, on accompagnait pas mal de start-upers. Et là, ça avance concrètement et rapidement. Voilà, ça c'est une petite précision parce que ça, aujourd'hui, vous êtes n'importe quel pays dans le monde, vous êtes algérien parce que c'est réservé aux Algériens. Vous pouvez taper startup.dz et là, vous pouvez même mettre en ligne votre dossier et vous avez une réponse. D'ailleurs, Marc, si tu permets, j'affiche à l'écran le site de Jazeera Hope qui était en maintenance il y a 2 jours. Maintenant, il est opérationnel. Et pourquoi je l'affiche? Pour vous montrer en bas de cette page-là. Bon, là, je suis sur le site en arabe. Comme vous le savez, le site il est en français, anglais et arabe. Et en bas, ici à gauche, il y a des sites suggérés où vous pouvez voir le site de startup.dz du ministère des startups. Donc, vous pouvez le voir ici. Et il y a un autre site que j'ai mis ici, l'entrepreneur algérien, où vous pouvez trouver toute la démarche pour créer des entreprises, pour créer une start-up, comment demander des financements, comment l'imposition fonctionne, ainsi de suite. Donc, vous pouvez regarder sur notre site ces 2 sites-là comme point de départ. Je m'excuse, Marc, je vous redonne la parole. Je vous en prie. Non, vous avez raison parce que c'est très bien que vous proposiez ces liens et c'est vrai que l'entrepreneur algérien, ce site est magnifique parce que vous avez une idée, vous allez forcément trouver la réponse sur le site. Moi, je l'utilise très régulièrement et je le conseille beaucoup. Donc, c'est un très bon plan. Franchement, bien. Bravo. Merci. Bravo. Alors maintenant, oui, effectivement, pour parler des problèmes des entrepreneurs en Algérie, en fait, comme dit le président, l'administration, effectivement, j'ai pas envie de dire que l'administration pose un… Marc, avant les problèmes, parlez-nous des entrepreneurs algériens, leur esprit d'initiative, leurs compétences, leur manière de faire les choses. Comment vous les voyez? Franchement, je les vois comme des guerriers, la vérité. Comme des guerriers, comme des combattants, parce que ceux que j'ai croisés et avec qui je me suis entretenu, ce sont des warriors, parce que avec une idée, ils vont construire un projet, aussi dur soit-il. Alors, c'est vrai que des fois, il va y avoir des problèmes, il va y avoir des blocages, mais maintenant, je vois qu'il y a vraiment de la résilience. Et ça, c'est dans les gènes du peuple, en fait, cette résilience. Quand j'ai vu des jeunes qui disaient, écoute, j'ai réussi à avoir un peu d'aide de ma famille et j'ai tout fait de mes mains. Et effectivement, les gars, ils font toutes leurs mains. Ils font des restaurants, ils font des commerces de leurs mains. Ils travaillent jour et nuit pour ouvrir et réaliser leur projet. Quand je vois toutes ces personnes qui essaient de vendre des produits qu'ils vont acheter à l'étranger pour les récupérer ici et les vendre, je me dis que franchement, la résilience, elle est là, quoi. Les entrepreneurs en Algérie, aujourd'hui, si ils avaient, je ne dirais pas forcément un meilleur accompagnement, mais si ils n'avaient pas cette d'un côté, il y a la résilience, de l'autre côté, il y a dire, de toute façon, ça sert à rien que j'insiste, parce que les administrations vont pas m'aider, parce que les administrations vont pas m'accompagner, parce que je ne vais pas être entendu, parce que j'y vais souvent, régulièrement, j'essaie de voir les personnes, elles ne sont pas là. Vous voyez? Et c'est souvent ça qui bloque, en fait. Non, j'y ai été 3 fois, 4 fois, on m'a dit, on revient, après je dis, donnez-moi le numéro de téléphone, et puis il y a pas de téléphone, ça répond jamais, j'envoie des mails, on me répond jamais, tout ça. Mais en fait, moi, ce que je voudrais dire et que je dis à toutes ces personnes, s'il vous plaît, où que vous alliez, allez-y déjà, calmement, parce que c'est vrai que souvent on a tendance à s'énerver quand ça fonctionne pas, mais en étant calme, en étant honnête et en persévérant,
vous aurez accès à toutes les personnes dont vous avez besoin pour obtenir ce que vous désirez. Vous voyez? Et je vais vous dis ça pourquoi? Parce qu'en fait, par rapport à ça, est-ce que c'est particulièrement plus facile ailleurs? ah là là, je me permets de pouvoir répondre. Parce que c'est ça la clé de voûte, je pense, parce que les gens ont l'impression que ailleurs c'est it's a walk in the park, donc je ne sais pas comment traduire ça en français. Non, si vous saviez, je vous dis, on a créé des sociétés dans le Pacifique Sud, on a créé en Thaïlande, on a créé en France. La France, un exemple, hein, vous voulez créer une société en France, vous allez avoir 5 administrations qui vont vous envoyer les unes vers les autres, en fait, vous voyez. Et à la sortie, vous allez devoir tout faire vous-même, parce que si vous leur demandez, vous allez payer des frais pour qu'ils vous remplissent des dossiers que vous êtes capable de faire, vous voyez. Donc déjà, l'aide, vous allez la payer. En Thaïlande, en fait, c'est encore plus compliqué parce que d'abord, vous avez affaire à un avocat, d'accord? Un avocat qui va remplir des documents. Vous pouvez rien faire sans ça. Et de là, c'est lui qui s'occupe de tout. Mais là, on passe sur 5 à 6 mois pour la création d'une entreprise, avec un coût qui va coûter aux alentours de $5 000. Et pour investir, il faut au minimum $50 000. Vous voyez, même pour faire que de l'export, hein, je précise, parce qu'un étranger en Thaïlande, il ne peut pas faire de vente locale. Vous voyez, quand j'étais dans le Pacifique Sud, pareil. Là, c'était une administration après une administration. En fait, il y avait une dizaine d'administrations à voir et on y allait les unes après les autres. Vous voyez, en fait, on faisait 3-4 tours comme ça, 3-4 rounds, ok, pour pouvoir dire maintenant c'est bon. Sauf qu'une fois que c'était bon, il fallait y retourner tous les mois pour faire des déclarations, des mises à jour. En fait, rien n'était suivi. Les dossiers, quand on parle souvent de l'Algérie, on dit oui, les dossiers, c'est que de la paperasse partout. Si vous saviez ce que j'ai vu dans certains pays, ça va quand même. Hein. La numérisation, elle est quand même pas la même à l'avance ici, franchement. Absolument. D'ailleurs, on ne dit pas ça pour justifier les difficultés en Algérie. On dit ça, c'est juste pour que les gens sachent que ailleurs, c'est pas nécessairement l'herbe n'est pas nécessairement verte, comme on dit. Donc, mais en même temps, on laisse la barre haute et on insiste à ce que il y ait une solution par rapport à la bureaucratie algérienne. Le président parle de numérisation. On espère y arriver très rapidement. Donc, voilà. Disons, à ce sujet, il y a déjà beaucoup de documents qu'on peut remplir en ligne, qu'on peut télécharger en ligne et qui, justement, sont valables sans l'empreinte, sans la signature. Voilà, c'est validé. Si vous voulez une dénomination, vous pouvez commencer à la faire en ligne. Il y a pas mal de choses, même des documents que vous pouvez imprimer au lieu de vous rendre. Parce que beaucoup de gens, en fait… Hop. Bla. Oui. J'espère qu'il va revenir rapidement. Là. Voilà. Ah, je suis plus là? Oui, vous êtes revenu. Ok. Et beaucoup de personnes, en fait, ne savent pas qu'en fait, il y a énormément de démarches qui peuvent être faites en ligne. Du coup, toutes ces personnes vont dans les établissements, que ce soit le CNRC, que ce soit pour les impôts, que ce soit pour les statistiques, que ce soit pour enfin toutes les démarches, on va toujours se rendre dans les établissements au lieu de le faire en ligne. Et ça, c'est vrai que de ce côté-là, je trouve qu'il y aurait peut-être, ça mériterait une meilleure communication pour dire de chez vous, sur votre téléphone ou sur votre ordinateur, ou votre voisin ou qui que ce soit qui a une connexion Internet et un ordinateur, vous pouvez télécharger les documents, vous pouvez les remplir ou les imprimer. Donc de là, déjà, on gagne du temps. Mais une chose qui est importante, et ça que m'a dit un grand patron algérien, j'ai posé cette question à ce monsieur. Je dis, comment est-ce qu'on peut avoir accès aux chefs de service, aux directeurs d'agence ou aux grands patrons? Il me dit, parce qu'en fait, toutes ces personnes sont inaccessibles. Et là, il m'a répondu, ce monsieur, il m'a répondu, écoute, on est tous là. Il suffit juste de demander à nous voir. C'est tout. C'est tout. Simplement oser demander. Je pense qu'au-delà des difficultés réelles, il y a une impression en Algérie que rien ne marche et donc ça décourage les gens à essayer, à commencer, à faire le premier pas. Moi-même, je peux donner des exemples dans ce contexte-là. Donc, le message, si je ne me trompe pas, c'est que les gens doivent se lever le matin
et aller là où il faut aller, avec une demande bien structurée, avec un esprit ouvert à la discussion, sans s'énerver. Et à partir de là, toutes les portes peuvent s'ouvrir. Est-ce que je me trompe? Exactement, exactement. Et une dernière chose extrêmement, mais extrêmement importante, toujours avoir sur vous des photocopies de tous les documents dont vous pourriez avoir besoin. Ça, c'est primordial. Parce que là, ça va vous éviter 1, 2, 3, 4, 5 allers-retours. Simplement, toujours avoir ça sur soi. Les photocopies des cartes d'identité, oui. Je me permets de vous interrompre parce que au sujet de l'entrepreneuriat, on peut faire une émission spéciale où on va la structurer étape par étape. Mais pour revenir à notre sujet, maintenant, la question suivante, malgré tout ça, et au-delà de votre activité professionnelle, vous avez décidé d'activer sur YouTube et de parler positivement de l'Algérie. Et vous ne faites que ça. C'est-à-dire, il y a des vidéos, par exemple, qui choquent beaucoup de gens. Par exemple, vous dites que le système éducatif en Algérie, il est super. Par exemple, vous dites que le système de santé en Algérie, il est super. Moi, je suis d'accord avec vous. Je suis très d'accord parce que moi, je le fais d'une autre manière où je parle d'indice de développement humain qui inclut l'éducation et la santé, où l'Algérie a un indice de développement humain élevé. Donc, vous et moi, on est d'accord. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à parler positivement de l'Algérie? Allez-y. Si vous voulez, je parle positivement de l'Algérie parce que je parle avec mon cœur, en fait, parce que je parle avec ce que je vois et surtout parce que je suis objectif. C'est vrai qu'on pourrait me dire pourquoi, parce que j'ai des commentaires par centaines à me dire pourquoi tu montres pas les poubelles, pourquoi tu montres pas les ruines, pourquoi tu montres pas ceci, cela. Mais en fait, ça, c'est quoi en fait? Quel est l'intérêt? Parce qu'à la sortie, que vous soyez ici, j'étais il y a 3 jours à Paris, dans le 19e arrondissement. Vous voulez voir des poubelles, mais sortez de chez vous. Un jour, j'ai dit ça à quelqu'un, il me dit montrez-nous les poubelles. Écoute, je ne sais pas où tu habites dans le monde, sors de chez toi, tu vas voir des poubelles, il y en a partout. Vous voyez, ça c'est de la folie. Mais quand je vois les efforts qui sont faits aujourd'hui pour justement entretenir et améliorer dans tous les domaines les infrastructures en Algérie, je me dis qu'il y a eu des efforts énormes parce que moi je suis venu une première fois il y a 14 ans, d'accord? Mais la dernière fois que j'étais venu en Algérie, j'avais accompagné j'avais coaché l'ensemble des commerciaux de l'opérateur Ooredoo, d'accord? Donc, j'avais fait Constantine, Alger, Oran et énormément de petites villes autour. Eh bien, les changements qu'il y a eu rien qu'en 5 ans, c'est incroyable. Je ne peux pas les expliquer. Et du coup, je suis obligé de dire oui, ça change, oui, ça évolue et ça a grandement évolué même. Vous voyez, c'est vrai que pourquoi j'ai parlé des hôpitaux? Parce que les hôpitaux, mon fils s'est fait soigner dans un hôpital. Des amis autour de moi ont eu des problèmes à l'âge que j'ai 48 ans. Donc, vous imaginez que j'ai des amis qui ont la quarantaine, la cinquantaine, la soixantaine. Et ces personnes-là, à un certain moment, on est fragile du cœur. OK? Ces personnes-là ont eu des infarctus, des AVC, des crises cardiaques. Eh bien, écoutez, il n'y en a pas un qui est mort. Il n'y en a pas un qui est sorti handicapé, à moitié bloqué, paralysé, du tout. Ils ont été pris en charge rapidement dans des services. Écoutez, j'ai été voir des services. Ce qu'on peut dire de l'extérieur et la vérité sur place, c'est 2 mondes. Voilà, c'est tout. Ça, par rapport à la scolarité, oui, je vois que moi, c'est par rapport à la diaspora, si vous voulez. Ces personnes qui vivaient ici, qui sont parties avec leurs enfants. Écoutez, quand on voit les niveaux qu'ils ont quand ils arrivent en France, oui, ils sont en avance. Il faut le dire, ils sont en avance. Moi, mes enfants ici, ils ont du retard alors qu'ils étaient scolarisés en France. Donc, la base, elle est là. Moi, je me fie et par rapport à ce que je vois. Vous voyez ce que je veux dire? Et une autre chose, quand on voit la quantité de personnes qui quittent le pays et qui sont recrutées dans le monde entier pour venir hautement qualifiées, qui viennent d'Algérie, hautement qualifiés et qui sont recrutés dès la sortie des universités par des sociétés étrangères. Je dis, écoutez, il n'y a pas de secret parce que ils vont travailler à l'étranger, ils vont pas être payés avec un salaire algérien. Donc, la vérité est là. Et ce que je vois, moi, dans l'Algérie, c'est que ces changements, commencent à se répercuter sur la population, pardon. La population, on sent qu'il y a une vibration, on sent qu'il y a un espoir qui naît. Et ça fait plaisir. Moi, je me sens de cette terre, je ne peux pas vous dire pourquoi. Et c'est vrai que quand je vois ça, ça me donne du baume au cœur. Et je vais vous dire franchement que on a failli repartir
de nombreuses fois parce que c'était compliqué. On n'arrivait pas à s'installer. Il y avait toujours des petites choses qui bloquaient à gauche, à droite. Même encore la semaine dernière. Mais non. J'avais fait une vidéo il y a quelques temps pour dire, mon épouse va partir avec les enfants pour les scolariser en France parce qu'on n'avait pas de certificat de scolarité, parce qu'ils avaient fait l'école quelque temps à la maison, le temps qu'on bouge de pays en pays. Eh ben non. Donc, je vous l'annonce officiellement aujourd'hui sur ce live. On reste ici. Mes enfants, les deux petits, vont être scolarisés dans une école donc étatique, d'accord. Ils vont apprendre l'arabe aussi vite qu'ils peuvent. Ils ont déjà été à la crèche, ils ont déjà appris pas mal de bases. Et mon grand, lui, va être dans une école qui est mixte, voilà. Et on est ici, si vous voulez. On a appris nous à nous adapter. Quand on va s'installer dans un pays, il faut s'adapter, vous voyez. Et quand on s'adapte et que on est comme moi, c'est vrai que moi j'ai vraiment une ouverture je suis vraiment pensée positive en fait. J'aime voir ce qu'il y a de beau, de bien. Et à la sortie, ce qui pourrait ne pas me convenir, c'est pas que je me cache ou je ne veux pas le voir, c'est qu'à la sortie ça ne m'intéresse pas. Aujourd'hui, quelqu'un qui va venir. D'ailleurs, juste pour abonder dans votre sens, c'est-à-dire, on parle positivement de l'Algérie, peut-être c'est aussi en réaction du fait qu'on n'entend que du négatif et que ça ne reflète pas la réalité. Vous parlez tout à l'heure, par exemple, de la saleté. Moi, sur ma chaîne, j'ai deux vidéos que les gens peuvent aller voir. L'une de Porte Bagnolet en France et l'autre de la Californie. Et l'autre de la Californie au Canada, où on voit des gens mourir dans la rue complètement délaissés. C'est-à-dire qu'il y a comme une volonté de focaliser sur les choses négatives qui pousse des personnes comme vous et moi à faire tout à fait le contraire. Exactement, parce qu'en fait, on a des yeux, on voit. L'intelligence qu'on a, c'est qu'on voit ce qu'on a devant les yeux, mais on voit aussi ce qu'il y a ailleurs. Vous voyez, cette ouverture, en fait, c'est là qu'elle est indispensable. Et autant moi, et comme vous, nous nous ouvrons à l'extérieur, autant les autres de l'extérieur ne veulent pas s'ouvrir à voir la vérité. Vous voyez? Donc, ils préfèrent rester sur des croyances. Et ça, c'est quelque chose contre quoi je me bats, mais je me bats chaque jour. Quand je me suis marié il y a 14 ans, les trois quarts de ma famille n'ont pas voulu venir en Algérie parce qu'ils avaient peur. Ils avaient peur de quoi? Je ne sais pas. Ils avaient peur. Ils sont pas venus. C'est pas grave. Ils sont pas venus. Tant pis pour eux. Ils ont raté quelque chose, la vérité. Parce que ceux qui sont venus, ils ont toujours rêvé de revenir. Vous voyez? Mais bon, peu importe. Mais maintenant, quand je suis. En tout cas, grâce à des personnes comme vous, des blogueurs comme vous, les choses commencent à bouger. Il y a beaucoup de gens qui ont changé de point de vue. Et j'espère que cette tendance va continuer. Mais et je vais passer à la pause, Marc, si vous permettez. Ça marche. Ce que je veux dire, c'est qu'on est en train de faire un travail qui, normalement, devrait être fait par les médias lourds. Et là, c'est un autre sujet. Je pense qu'il y a une grosse défaillance dans les médias lourds. Par moment, les médias lourds font exactement le contraire de ce que nous faisons. On essaye de montrer les choses positives, ils ne montrent que le négatif. D'ailleurs, c'est pour ça je dis toujours que je ne vais pas rajouter l'eau à la mer et je ne vais parler que des choses positives. Vous avez raison. Marc, si vous permettez, si vous voulez rajouter quelque chose, mais je voudrais prendre 5 minutes pour parler. Allez-y, je vous en prie, allez-y. Ok. Donc, mesdames et messieurs, comme d'habitude, je prends 5 minutes pour parler du livre de Jazair Hope. Et je vais cette fois-ci, je vais vous montrer l'état d'avancement du jeu. Comme je l'ai annoncé auparavant, le livre, il est en train d'être transformé en un jeu de table. Et après visionnement de la vidéo promotion du livre, je vais vous parler où j'en suis par rapport au jeu l'histoire de l'Algérie en 54 objets. Comment raconter l'histoire de l'Algérie? S'inspirant du best-seller du British Museum The History of the World in 100 Objects et commémorant le déclenchement de la Révolution, l'équipe de Jazair Hope a choisi de le faire en 54 objets.
des objets de la préhistoire jusqu'à aujourd'hui. Modestes ou majestueux, simples documents ou œuvres d'art, ces objets portent en eux l'histoire de l'Algérie. De la mâchoire de l'homme de Tirnif à la fresque du Grand-Dieu, de la livre sterling de Gibraltar à la note de musique algérienne, voyagez à travers les âges et notre territoire pour découvrir notre récit commun. Découvrez comment les livres L'âne d'or, le traité de la musique et Noces de Mercure et philologie ont été écrits par 3 illustres savants algériens de l'université la plus ancienne d'Afrique de Mador, aujourd'hui M'Daourouch dans la wilaya de Soukaras. Plongez dans l'art du cubisme de Picasso à travers sa toile Les femmes d'Alger, vendue à 179 millions d'euros, pour découvrir qu'il a été inspiré par une orpheline algérienne, Baya Mahieddine, reconnue aujourd'hui par les plus grandes universités comme créatrice de l'art algérien, le bayaïsme. Percez les mystères de la parure de Tin Hinan, reine symbole du courage et dignité de la femme algérienne à travers le temps. Ou encore déchiffrer le plan de la Smala de l'émir Abdelkader pour comprendre l'organisation et la stratégie de défense d'une ville qui se déplace en permanence. Rêvez du nœud d'amour algérien, bijou traditionnel, création des marins algériens du XVIIIe siècle, porté par une star d'Hollywood dans le film James Bond, Casino Royale. Le canon Baba Merzoug, le Coran de Taha Libia, la guillotine de la prison Barberousse, la statue du Docker, l'affiche du cirque Hamar, le pendentif porte-Coran de la tribu des Haïténi, la bague Cladag, l'armoirie d'Alger, etc. Derrière chacun de ces objets se cache une histoire à raconter pour éterniser notre patrimoine. Emparez-vous du socle de défense de notre histoire, l'histoire de l'Algérie en 54 objets sur Amazon. Et offrez-le à vos enfants. Donc, voilà pour la vidéo de promotion du livre que vous connaissez. Maintenant, je vais vous montrer ce que vous ne savez pas, en l'occurrence, où j'en suis par rapport au jeu qui correspond à ce livre-là. Donc, j'affiche à l'écran, attendez, ajouter à la scène, voilà. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est un peu le plateau de jeu. Donc, il y a les périodes, donc la préhistoire, la période romaine, la période islamique, la période de colonisation jusqu'à la période d'indépendance aujourd'hui. Donc, vous voyez les 6 périodes et les carreaux vont correspondre aux cartes. Donc, les cartes, je vais vous le montrer. Donc, à chaque fois, les cartes vont représenter des objets et chaque carte, c'est une question. À chaque fois qu'on répond à une question positivement, correctement, on met la carte sur le plateau de jeu et la personne qui a répondu positivement va avoir le jeton correspondant et c'est comme ça qu'on va évoluer dans le jeu. Je vais vous montrer les cartes, comment elles sont. Donc, je partage cet écran-là. Donc, voilà les cartes, comment elles sont. Donc, vous avez l'objet en haut, vous avez la question et vous avez les choix des réponses A, B et C. Ici, vous avez un peu une monnaie parce que les cartes vont avoir une valeur. Par exemple, cette carte, c'est une question niveau enfant. Le jeu va avoir 3 niveaux. Donc, niveau enfant, niveau adolescent et niveau adulte. Je vais vous montrer des cartes correspondantes, en l'occurrence, pour... Donnez-moi juste... donc, toujours là, je suis dans le niveau enfant. Je vais parcourir rapidement. Donc, voilà. Les cartes vertes, c'est des niveaux adolescents. Et après, il y a des cartes rouges. J'y arrive. Voilà. Donc, il y a des cartes rouges avec le niveau adulte. Et vous remarquez que la carte rouge, elle a 3 pièces de monnaie. La pièce de monnaie, c'est la monnaie la plus ancienne de l'Algérie. Donc, à la fin du jeu, il peut y avoir des transactions pour acheter des cartes. Donc, celui qui lui manque des cartes d'une période donnée,
va acheter les cartes correspondantes à un partenaire du jeu. Donc voilà grosso modo comment le jeu va se dérouler. Donc l'objectif de la vente du livre, c'est de financer cette production de ce jeu-là. Donc je vous demande, et c'est la seule manière dont Jazair Hope se finance. On ne monétise pas notre site web, on ne monétise pas ce type d'émission où on a des invités de très grande valeur, comme aujourd'hui avec Marc. Et la seule manière dont on se finance, c'est de vendre notre livre et prochainement vendre notre jeu quand il sera prêt. Je vais finir juste par vous montrer un peu les appréciations de ceux qui l'ont acheté jusqu'à présent. Et je demande à ceux qui l'ont acheté de continuer à faire des revues du livre. Donc la première, c'est, vous pouvez lire ici, très beau travail, merci. Un régal à la lecture, livre intéressant, patrimoine algérien, satisfaite, je recommande, excellent ouvrage, quel travail admirable, un bouclier naturel. Et c'est vrai, j'aime beaucoup ce commentaire parce que ce livre est en fait un bouclier naturel contre la désinformation dans le domaine culturel par rapport à notre jeunesse. Un jeune qui va lire ce livre, il pourra défendre la culture algérienne et le patrimoine algérien sans aucun problème. Je m'arrête là. Si vous voulez commenter, Marc, un peu par rapport à ça. Mais sinon, je vous demande, mesdames et messieurs, de nous aider en achetant le livre. Il est sur Amazon. Non, quand vous parlez de patrimoine, c'est vrai que je trouve ça magnifique de justement remettre en avant et sauver ce patrimoine parce que je vais vous dire, comme vous le savez, je suis français. Ok, je suis français et il y a des choses qui me dérangent vis-à-vis de ce que la France a fait. Alors, on va pas changer le passé, de toute façon, on va pas rentrer là-dedans, dans cette histoire, mais il y a quelque chose qui m'a choqué et c'était il y a à peu près 5-6 mois, en fait. J'ai eu envie d'aller à Tiaret parce que je voulais voir, il paraît qu'il y avait des pyramides. Et j'ai été à Tiaret, j'ai visité ces pyramides. C'est magnifique, il y a une énergie, il y a vraiment de l'histoire dedans, on ressent des choses. Et au fil de la visite, je voyais des pierres qui avaient été cassées, des trous qui avaient été rebouchés, des passages qui avaient été bouchés. Et là, je voyais au-dessus des entrées, il y avait des stèles. Et tout était buriné. C'était illisible. Il n'y avait pas de nom, il n'y avait plus rien. Et j'ai demandé au guide, j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé ici? Il me dit, en fait, pendant la colonisation, l'armée française est venue. Ils ont tout pillé. Ils ont rebouché les trous des tombeaux, en fait. Et là, tous les noms qu'il y avait, toutes les écritures, ils ont tout buriné au marteau. Pour faire quoi? Pour effacer l'histoire. Et ça, j'ai honte. Honnêtement, je vous le dis avec mon cœur, je vous parle avec mon cœur, j'ai honte de ce que le peuple… Vous n'avez pas à avoir honte parce que ce n'est pas le peuple français, c'est le colonisateur, c'est un état d'esprit. Donc ça, c'est un autre débat. Mais c'est vraiment dur, c'est vraiment dur. C'est dur, oui. D'ailleurs, dans notre livre, il y a un objet qui parle de la même histoire. C'est un objet qui est l'objet du docker. Le docker, c'est le travailleur du port. Il y a une statue du docker à la place du 1er mai à Alger Centre, à côté du port d'Alger. Et cette statue, elle est en mémoire d'un attentat qui a été fait par l'OAS, donc l'organisation armée secrète, qui a refusé l'indépendance de l'Algérie. Donc, ils ont fait une voiture piégée contre les travailleurs du port qui se rassemblaient le matin à 5 h du matin, 4 h du matin pour avoir un travail quotidien. Donc, donc, il y a la statue du docker en commémoration, mais on met cet objet-là, pas pour parler seulement de cet attentat, mais pour parler de tout ce que l'OAS a fait. Par exemple, ils ont brûlé la grande bibliothèque d'Alger. Il y a plein de choses qui ont été faites comme ça. Donc le livre reparle de l'histoire de l'Algérie à travers des objets comme ça. Et comme je le dis souvent, il est inspiré d'un best-seller du musée de Londres qui s'appelle L'Histoire du monde en 100 objets. Je m'arrête là et on revient à notre sujet. Marc, on a parlé de pourquoi vous parlez positivement de l'Algérie. La question maintenant, quelles sont les conséquences de votre activité?
Parce que j'ai vu quelques-unes de vos vidéos où vous parlez d'attaques, de menaces, de choses vraiment pas jolies. Donc, racontez-nous un peu ça et si vous pouvez nous dire le pourquoi de la chose, ça serait magnifique. Écoutez, en gros, depuis que je fais des vidéos, que je parle, que je vis en Algérie, que je parle de l'Algérie, je suis attaqué. Voilà, c'est pas nouveau. C'est depuis le premier jour. Alors, c'est vrai que tu es un menteur, tu es payé par le gouvernement, tu travailles pour les services. Enfin, j'ai eu plein de choses, Après, ça s'est un peu plus précisé par des, entre guillemets, des compatriotes français qui me disent que je suis un traître. Voilà, je suis un traître parce que je suis un Français qui vit en Algérie et que je dis du bien de l'Algérie. Je ne critique pas la France. Je dis ce qu'il en est. Dans chacune de mes paroles, je parle en totale objectivité, en connaissance de cause, et je ne rapporte que des choses que je vois ou que j'ai expérimentées, d'accord. Et à un moment, il faut dire la vérité. C'est vrai, il faut dire la vérité. Quand je suis en Algérie, les gens, et ça, c'est pas d'aujourd'hui, je le vis, depuis que je vis en Algérie. Tout au long de mes séjours, j'ai été reçu, mais incroyablement, par tout type de personnes. Même la personne qui n'avait rien me dit viens manger chez moi. Non mais attendez, mais non, viens manger chez moi, je t'invite. Ça, ce cœur sur la main, cette valeur, elle s'est perdue dans le monde entier. Et ça, je vous le garantis, c'est vrai dans le monde entier. Je dis ça parce que j'ai voyagé dans beaucoup de pays. Et il n'y a qu'en Algérie, et je vous garantis, wallah, c'est vrai, qu'il y a cette générosité, on donne, on va même donner ce qu'on n'a pas. Vous voyez? Tu sais pas où dormir, tu viens dormir chez moi. Tu sais pas manger, tu viens manger chez moi. Tu as besoin de quelque chose, demande-moi, je vais te donner même ce que j'ai pas, je vais te le donner. Vous voyez? Et ça s'est perdu. Et aujourd'hui, quand je parle de ça, et c'est vrai que la France, les Français, ouais, c'est à l'inverse de ça, quoi. Voilà, on a, je donne et l'autre c'est je prends. Et c'est la vérité. Et ça, c'est objectif ce que je dis. Et ça ne plaît pas. Ça ne plaît pas que je dise que le peuple algérien est un peuple de générosité, de partage, de gentillesse. Parce que c'est vrai, je le vis. Je le vis. Alors on me dit oui, mais t'as pas vu ceci, t'as pas vu cela, t'as pas été là-bas. J'ai écouté, je vais tout seul. On me dit, par exemple, je suis à Oran. La question qui se pose, en quoi ça dérange? C'est un avis d'une personne. Pourquoi on fait tout un plat? Parce que ça dérange qu'on dise que l'Algérie est belle, ça dérange qu'on dise que l'Algérien est gentil, ça dérange qu'on dise qu'il y a du potentiel et qu'il y a un réel développement économique qui démarre en Algérie. Ça dérange. Et ça dérange pourquoi? Parce qu'on veut pas, en fait. J'ai l'impression qu'on veut que l'Algérie reste un pays qui stagne, en fait, qui stagne. Et je vais vous dire la vérité. J'ai connu, entre guillemets, ce genre de process, en fait. C'était quand j'étais au Vanuatu. Au Vanuatu, une petite île magnifique du Pacifique Sud. Mais que l'Australie maintenait la tête juste au niveau de l'eau. Donc, c'est-à-dire que ils avaient des plantes magnifiques pour guérir des maladies d'un autre monde, les cancers, le diabète, le cholestérol. Eh bien, tout ça, c'était impossible de les sortir, impossible d'exporter ces produits. Parce que l'Australie ne voulait pas. Il fallait qu'il reste la tête juste au niveau de l'eau. D'accord, vous voyez? Et là, aujourd'hui, ce qui se passe avec l'Algérie, c'est ça. C'est qu'on ne veut pas que l'Algérie commence à s'ouvrir. Pourquoi? Parce que l'Algérie, ça va être la porte d'entrée du continent africain. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui en Afrique? Ils sont en train de perdre la main, quoi. Mais vous dites que ça dérange, on n'aime pas qu'on dise ceci ou cela. Mais est-ce que ça s'arrête là ou ça part au-delà? C'est-à-dire, on peut être dérangé et ne rien faire, mais est-ce que vous sentez que c'est beaucoup plus grand que ça, au point où on sent qu'il y a une force derrière, ce n'est pas des individus juste comme ça. Est-ce que vous franchissez cette ligne-là pour dire qu'il y a une force derrière? Sans rentrer, c'est-à-dire à la limite, c'est-à-dire on n'a pas besoin d'identifier, mais est-ce que c'est seulement des actes individuels ou bien c'est lourd comme impression?
Ben écoutez, des fois que c'est vrai, on pourrait se poser la question parce que quand on voit des choses qui sont réalisées en Algérie et que derrière, en fait, ben, pour essayer de se déculpabiliser, regardez, moi je prends juste vite fait comme ça, c'est l'exemple de ce fameux jeune Naël qui est mort Oui. assassiné par un policier, d'accord. De là, qu'est-ce qui s'est passé? Macron a quelques semaines après ou quelques mois après, je crois, a mis au gouvernement, a fait rentrer au gouvernement 2 personnes d'origine algérienne, 2 femmes d'origine algérienne. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, pour moi, c'est la manipulation totale. Vous voyez? Et ça, c'est tellement flagrant. Mais en fait, en France, plus c'est gros, mieux ça passe. Vous voyez? Du coup. Donc, les gens, oh, c'est bien, ils ont fait quelque chose pour nous. Ça va. On s'est déculpabilisé, vous voyez? Alors qu'il y a bien un jeune qui est mort, quoi, qui a été assassiné. Donc ça, effectivement, ça, c'est de la manipulation. Là, on est sur des systèmes dont on peut même pas imaginer le pouvoir le vice qu'il y a derrière, quoi. Mais par rapport à ces attaques, je pourrais pas dire qu'en fait ces personnes sont organisées organisées ou commandées, parce qu'en fait il y a tellement des profils différents qu'on a l'impression que c'est une conscience collective en fait qui d'un certain type de personnes qui refusent, parce que pourquoi ils viennent chez nous, pourquoi ils restent pas chez vous? Mais parce qu'on les fait rêver, parce qu'on leur raconte du vent, parce qu'on on leur fait croire à ces jeunes que l'Eldorado, c'est l'Angleterre, que l'Eldorado, c'est l'Allemagne, que l'Eldorado, c'est le Canada, que l'Eldorado, c'est la France. Juste une information, vous voyez, le Canada fait énormément de publicité pour faire venir des Algériens. C'est au courant de ça, hein, ça soit partout, les visas, les machins, les trucs. Mais est-ce que vous êtes au courant qu'il y a un document des affaires étrangères canadiens qui dit attention, l'Algérie, pays orange, terrorisme, assassinat, enfin un truc de débile en fait. Donc en fait ils font venir les Algériens parce qu'ils en ont besoin, mais par contre ils recommandent de ne pas à leurs compatriotes de ne pas venir en Algérie. Vous voyez où est l'hypocrisie? Mais l'hypocrisie elle est là à tous les niveaux, à tous les niveaux. Et c'est ça qui me aujourd'hui ça me retourne l'esprit ça, parce que je suis ici, je vois comment ça se passe. En tout cas, Marc, quand je regarde votre chaîne et je vois le nombre de vidéos que vous faites par rapport à ce sujet-là, vraiment, je m'incline par rapport à, et je vous exprime tout le remerciement en tant qu'Algérien de faire ça parce que c'est pas évident. Nous, Algériens, on essaye de le faire et on sait très très bien de quoi vous parlez, alors que là, vous qui n'êtes pas algérien, mais de cœur, je sens que vous l'êtes. Vraiment, je vous remercie énormément. On va continuer sur ce point-là, mais je voudrais qu'on regarde ensemble le résultat du sondage et on va essayer de le commenter ensemble. Donc, il y a eu jusqu'au moment où j'ai pris la capture, il y a eu 214 votes et la grosse majorité disent que c'est voulu pour semer le désespoir. Il y a 5% qui disent il y a beaucoup de choses négatives qu'on respecte. Et il y a 8% qui disent c'est comme tous les autres pays qu'on respecte aussi. Mais quand même, il y a une grosse majorité. Wow, c'est énorme. Alors, je ne sais pas comment vous voulez commenter ça, Marc. Est-ce que vous le sentez à travers les réactions sur votre chaîne? Si vous voulez, moi, les réactions, je les sens pas comme ça, non, parce que ce sont vraiment des attaques ciblées, mais sur le gouvernement, ciblées sur la politique, ciblées sur le peuple, en fait. Mais j'aurais jamais cru que 87% pour semer le désespoir. Si en fait, parce que quand on regarde ce résultat, ça voudrait vouloir dire qu'en fait, ça vient de l'intérieur, vous voyez, à la sortie. Non, pas nécessairement, pas nécessairement. C'est-à-dire, parce que ces attaques, on ne peut pas les localiser. Hein. Moi, bon, j'ai mon point de vue. Hein. J'ai mon point de vue que l'Algérie, elle a attaqué de l'extérieur. Bien sûr qu'il y a des relais intérieurs, ça c'est sans aucun doute. Mais bon, 87% aussi, ça reflète un peu l'audimat de la chaîne. Hein. Donc, ceux qui suivent Jazair Hope, c'est une certaine mentalité. Donc, ils sont convaincus du message de Jazair Hope. Donc, ça reste relatif. C'est juste un sondage.
qu'on voudrait commenter comme ça. Donc, je ne sais pas. Allez-y, continuez. Moi, c'est vrai que je vous dis, bon, par rapport à ces attaques qui sont parfois très virulentes, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hier, on m'a dit, aujourd'hui même, on m'a dit, oui, fais attention à toi, tu vas te faire égorger. J'ai écouté. Moi, ce que je crois, c'est que on ne veut pas, effectivement, comme je disais tout à l'heure, que l'Algérie soit reconnue comme une puissance. Et pourtant, c'est le cas. C'est le cas à la sortie. Parce que aussi bien économique que militaire que industriel, aujourd'hui, c'est en plein. Quand je vois toutes les industries qui vont s'installer, même je vois encore à Oran, là, il y a Fiat qui a ouvert, qui a installé une usine. Et là, je crois qu'il y a 200 ou 300 ou je ne sais plus combien de centaines d'hectares qui sont réservés pour des futures usines automobiles qui vont arriver. Je dis oui, ça se développe, oui. Et ça, ils veulent pas parce que même, attendez, je vais vous dire entre guillemets, même, vous savez l'histoire de quand il y a les marques Zara, Decathlon, enfin il y a 5-6 marques qui ont signé un contrat pour fabriquer en Algérie. Mais la moitié des commentaires que je recevais, ils voulaient que je leur montre les contrats, parce qu'ils ne refusent d'y croire, quoi. Mais ils refusent d'y croire, pas parce que c'est trop beau, mais parce qu'en fait, tout est mensonge. Voilà. En fait, en Algérie, tout est mensonge. J'ai encore fait cette vidéo sur le Starbucks, qui avait ouvert, qui a fait un énorme buzz mondial. Et là, en fait, non, alors, on accuse les autorités de ne pas avoir réagi avant, enfin, mais plein de choses de folie, quoi. Mais les procédures, les gens n'ont pas conscience des procédures de tout ça, ça prend du temps, ça se fait pas comme ça, quoi, vous voyez. Donc, ce cinéma de dire l'Algérie, c'est les militaires, l'Algérie ceci, l'Algérie cela, arrêtez, venez voir sur place au lieu de juger. Franchement, pour moi, c'est minable, en fait. Je bloque des commentaires, je bloque des personnes et je ne réponds plus. Vous voyez, je ne réponds plus. Mais maintenant, c'est vrai que quand je suis attaqué, enfin, je ne réponds pas quand je suis attaqué, mais oui. Pardon, Marc. D'ailleurs, juste pour abonder un peu dans votre sens, je vais vous montrer, et à l'occasion, je vais montrer aux auditeurs la vidéo qui m'attire le plus d'insultes. Ok? Donc, vous allez voir, vous allez comprendre. Je vais partager l'écran. C'est la vidéo qui m'apporte le plus d'insultes et que, bon, le gros des insultes, c'est que je travaille pour le gouvernement, que je suis un chiite, que je suis un menteur. Donc, voilà, c'est celle-là, la vidéo qui m'apporte le plus d'insultes et vous allez comprendre pourquoi. Je vais la faire passer. À l'échelle mondiale, les habitants des pays développés ne sont pas conscients de l'état du reste du monde. Ils sont surpris de constater à quel point certains pays sont plus performants que d'autres, même parmi les pays en développement. L'Algérie est l'un de ces pays. Le plus grand pays africain a récemment bouclé 1 an de manifestations pacifiques. Les indices du développement humain et des inégalités, publiés chaque année par le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, sont des indicateurs qualitatifs sur les pays et leur développement. Et pour l'Algérie, les données parlent d'elles-mêmes. La valeur de l'IDH de l'Algérie pour 2019 est de 0,759, soit une augmentation de 31,2% depuis 2000. Cela place le pays dans la catégorie des nations à développement élevé, 82e sur 180 Maroc ou de l'Égypte, et d'autres comme l'Inde, l'Afrique du Sud, le Brésil ou la Chine. L'Algérie a aussi un taux d'inégalité parmi les plus faibles. En effet, les Algériens qui gagnent les 10% de revenus les plus élevés représentent 37% de la population. Ce taux est de 40% en Tunisie, 41% en Chine, 47% aux États-Unis, monte à 48% au Maroc et en Égypte, à 54% au Brésil, 56% en Inde et 65% en Afrique du Sud, alors que la moyenne mondiale est de 50%. Ainsi, au lieu d'avoir des idées préconçues, regardez plutôt les faits
et semer l'espoir en un futur encore meilleur. Excellent. Ah oui, je comprends. Hein. Donc la vidéo, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit deux choses simples qui sont vérifiables. D'ailleurs, vous pouvez aller regarder les commentaires. Personne ne vient critiquer le contenu, comme quoi que c'est faux ou que les données ne sont pas vérifiables ou quoi que ce soit. Donc, qu'est-ce qu'elle dit la vidéo? Elle dit que l'Algérie a un niveau de développement humain élevé. En ce qui concerne le développement humain, il y a 4 catégories. Il y a très élevé, élevé, moyen et faible. L'Algérie, elle est dans la deuxième catégorie, élevé. Et l'indice de développement humain, il est constitué d'éducation, de la santé et du niveau de vie. OK? Et qu'est-ce qu'elle dit aussi, la vidéo? Elle dit que l'Algérie est parmi les pays où il y a le moins d'inégalités. Donc, la différence entre ceux qui gagnent le moins et ceux qui gagnent le plus, elle n'est pas aussi importante que d'autres pays. C'est-à-dire qu'il y a une grande égalité parmi les citoyens algériens. C'est tout ce qu'elle dit, la vidéo. Et vous ne pouvez pas imaginer le nombre d'insultes et d'accusations que je reçois à cause de cette vidéo, dont les données sont disponibles à qui veut. Voilà. En plus, c'est ça. C'est ça la folie, c'est que les gens vont critiquer sans savoir. Et je vais vous donner rapidement comme ça un exemple d'une vidéo que j'avais faite par rapport à la réserve d'or en Algérie. Alors, je ne sais plus exactement quelle était la quantité, mais c'était quand même pas mal, quoi. Et là, les commentaires, oui, c'est avant la France. Avant la France, l'Algérie n'existait pas. En fait, heureusement, parce que l'or, il nous appartient. Enfin, j'avais des trucs de folie, vous voyez, des Français qui arrivaient, mais qui critiquaient, qui disaient, c'est pas le vôtre, c'est notre or, c'est à nous. Et en fait, à ces gens-là, j'ai répondu. Écoutez ce que j'ai répondu. J'ai écouté, peut-être. Ah oui, parce que non, ils disaient en fait que eux, ils avaient 2000 et quelques tonnes d'or, et donc à la sortie, c'était rien par rapport à la réserve d'or en Algérie. À ces personnes, j'ai répondu, écoutez, si vous n'aviez pas colonisé, pillé les pays africains et l'Algérie, surtout le stock d'or d'Algérie, aujourd'hui, le stock que vous auriez dans vos réserves bancaires, ce serait du charbon. Vous auriez 2000 tonnes de charbon. OK? Et c'est la vérité. Absolument. Elle est là, la vérité. D'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi ils résistent à ouvrir les documents historiques. Bien sûr. Ils ont peur que, in fine, il va y avoir une attaque judiciaire où l'Algérie va demander des choses. Je pense que c'est ça. On a fait 1h, 10 minutes. La discussion, elle était magnifique. Je ne vous remercierai pas. Merci beaucoup à vous. Merci. En tout cas, pendant la discussion, j'ai eu une idée. Peut-être on pourra faire un autre live en invitant avec nous le propriétaire du site, l'entrepreneur, où on va parler seulement d'entreprise. Lui, du côté loi et infrastructure, et vous, du côté pratique sur le terrain. Donc, il se passe, je avec pense plaisir, avec plaisir. Comme ça. Je vous laisse la parole de clôture, mais je vous remercie énormément. C'était vraiment un plaisir, Marc. Merci beaucoup. Non, franchement, merci beaucoup, Fétine, de m'avoir invité. C'était vraiment un honneur parce que c'est vrai que aujourd'hui, ça commence à bouger. Et vous êtes les premiers parce que la semaine, le 7 octobre, je monte à Alger pour enregistrer pareil une émission, pour faire une émission, une interview. Et en fait, je me dis, même à mon petit niveau, ça commence à se faire entendre. Et justement, je me dis que petit à petit, il y a des changements qui vont se mettre en place. Parce que j'ai la chance aujourd'hui, effectivement, d'avoir une grosse communauté et d'impacter, je sais, à très haut niveau certaines personnes. Quand j'étais, je sais pas si vous avez vu cette vidéo que j'avais partagée quand j'étais en France, où je disais j'ai un problème avec mon visa, là, je sais pas si je vais pouvoir revenir. Et en fait, il y a, non, c'est pas ça. Si, je sortais du consulat en disant j'avais été super bien reçu, et c'est vrai, voilà, j'avais été super bien reçu au consulat de Bordeaux. Les agents étaient exceptionnels, ça avait été rapide, et c'est vrai que j'avais été directement rassuré. Et de là, le député des Français, le député des Algériens en France, pardon, avait partagé ma vidéo, m'avait contacté, il me dit merci beaucoup d'avoir parlé comme ça du consulat
qui est à l'image de ce qu'on essaie de faire. On travaille de notre mieux justement pour faciliter les démarches administratives et aux Algériens et aux personnes qui souhaitent venir en Algérie. Et je me dis, OK, à ce niveau-là, si ça a impacté, ce qui s'est passé au consulat de Bordeaux va se faire à Nanterre, va se faire à Paris, va se faire à Lyon, va se faire à Marseille, vous voyez. Et de là, ça va changer encore cette image. Donc, je me dis que vous, moi, nous, tous ensemble, on peut changer quelque chose. Et c'est pas parce que je suis français que je suis pas, je sais pas, je suis pas là, je ne travaille pour personne, je le répète encore, je ne suis payé par aucun organisme, ni aucune structure ou système gouvernemental ou quoi que ce soit. Marc, vous n'avez pas besoin de dire ça, les Algériens ne payent pas. Moi, je vous l'assure, les Algériens ne payent pas. Celui qui dit que les Algériens payent, il se bourre énormément. Ah, mais celle-là, je ressortirai, parce que généralement, les Algériens, ils ne payent pas. Voilà, comme ça, c'est réglé. Il n'y a plus combien. Non, non. On peut vous payer un déjeuner, mais vous payez pour exact. Parler en Algérie, c'est impossible. Non, non, et puis je vous dis franchement, ça me fait tellement, j'aime parce que vous voyez, tous les jours, je vois écoutez, merci beaucoup mon fils pour ce que vous faites pour le pays. Merci beaucoup, vous m'avez donné envie de revenir. Quand j'étais à l'aéroport à Roissy, il y a un monsieur qui me dit, écoutez, ça nous fait vraiment plaisir, ma fille qui étudie la cybersécurité en France, attend de finir ses études pour revenir en Algérie. Parce que on a maintenant espoir dans le pays. Et bien ça, vous voyez, ma mission, elle est là. Et c'est magnifique. Juste pour abonder, je n'aime pas beaucoup parler de moi-même. Moi, j'ai vécu dans 10 pays. J'ai visité une 50aine de pays et je reviens en Algérie. Je suis revenu en Algérie. Bien sûr, je fais du va-et-vient parce que j'ai une condition familiale particulière, mais je suis installé en Algérie après avoir vécu. Donc je comprends parfaitement ce que vous faites. Voilà. Merci beaucoup. Non, je vous remercie encore beaucoup pour cette invitation. C'est un super bon moment. Merci. Moi aussi, je remercie aussi nos auditeurs pour la qualité des commentaires, pour avoir répondu au sondage. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre live très, très intéressant. Comme d'habitude, je ne veux pas annoncer parce que je n'aime pas les surprises dernière minute, mais ça va être un live très, très intéressant avec deux Algériens que vous connaissez beaucoup et que vous aimez beaucoup. Marc, vous restez avec moi juste après l'émission et ça marche. Le générique de fin. Merci, mesdames et messieurs, à la prochaine. احنا الشعب اللي تمشى بالحفاظ عالشوك عجلي وعلى النار بن بولعيد واسمو مصطفى علي لابوانت وبدي عمر القصبة ما زالها واقفة وما زالوا عساس الدار ما زالها سعلة السقيفة وما زالها حرمة الجار أنا يا بلادي راني عارف هما ما كانوش عارفين دهشوا نهار علي ما توقف احنا عادتنا نموت واقفين نموت على النيف والشرف نموت على الوطن والدين علمنا بلا ريح يرفرف احنا هما الجزائريين أنا يا بلادي على بالي هما ما كانوش فاهمين حبوا يديو البلاد ديالي حسبونا ماناش قادرين فكتهم حسيبة بنبوعلي الجميلة تنسى الآخرين من حقك يا الجزائر تولولي ولدتي نساو رجال حرين أنا يا بلادي سمحيلي ما قدرتش نذكرهم كاملين
واش نذكر واش نخلي شهداء رواحهم طاهرين مازالهم في قلبي وفي بالي، ربي يرحمهم اجمعين. والقصبة مازالها ديالي وسط الدار والعرس واقفين. معليش يا القصبة وريلهم قرصان رياس وساطيل على عروج وخير الدين احكي لهم، وفهم الناس اللي جاهلين باللي الجزائر ماهيش ليهم ولادها مازالهم عايشين في وسط الناس. كيفاش تعرفهم في الشدة ديما متحدين، باللي الجزائر ماشي ديالهم ولادها مازالهم عايشين في وسط الناس. كيفاش تعرفهم في الشدة ديما متحدين.